Est-ce qu'il y a un sujet qui vous a intéressé ce matin, Michel Houellebecq, qui vient d'être égrené, à part vous? Non, mais de Gaulle, j'ai plusieurs amis, Benoît Dutertre, Morgan Sportes, qui parlent beaucoup de Gaulle. Ouais. Moi, ça m'a toujours laissé un peu froid, ce mythe, mais j'ai peut-être tort. Je sais pas si j'ai tort ou non là-dessus. Vous avez tort. J'ai tort. Enfin, moi, je dirais. Hein. Ah oui, c'était important, vraiment, de Gaulle. Oui. Ah oui. Ça, c'est Bernard Guetta qui intervient. Je peux citer une phrase de vous, j'ai trouvé ça dans Ennemi public, où vous citez De Gaulle, mais si je puis dire, à rebours. Je suis de ceux qu'indiffère le destin de la démocratie, de la France libre, de la Tchétchénie ou du Pays Basque. Oui, en fait, je m'en fous. De ceux qui cèdent. Je m'en fous. De Gaulle avait bien raison, à l'hypnotisme du vide effrayant du renoncement. Je suis de ces gens-là, Michel Houellebecq. C'est moi qui ai dit ça? Oui, c'est dans cette correspondance avec Bernard-Henri Lévy. Oui. Attends, vous pouvez me répéter? Alors, je suis de ceux qu'indiffère le destin de la démocratie, de la France libre, de la Tchétchénie ou du Pays Basque, de ceux qui cèdent. Et De Gaulle avait bien raison, à l'hypnotisme du vide effrayant du renoncement. Je suis de ces gens-là. Oui, c'est vrai. Oui, je suis pas pour l'action politique, au fond. Non, vous n'êtes pas un citoyen, vous êtes un usager. Je suis pas un citoyen et j'ai pas envie de le devenir, non. Bon. On n'a pas de devoir par rapport à son pays, ça n'existe pas, faut le dire aux gens. Ça n'existe pas. Le devoir par rapport à son pays, on n'en a pas. On est des individus. Pas des citoyens, pas des citoyens ni des sujets. On est des individus, tous. Moi, je m'adresse à des gens, individuellement, qui ont le droit de lire, qui ont beaucoup de droits. On n'a pas de devoir par rapport à son pays. On n'a aucun devoir par rapport à son pays. Surtout quand vous considérez que ce n'est plus vraiment votre pays. Vous dites le choix d'un pays de résidence, c'est à peu près autant de résonance émotive pour moi que le choix d'un hôtel. Hein. Oui, exactement. C'est un hôtel. La France est un hôtel. Pas plus. On n'a pas de devoir. Et cette dépolitisation, vous la mettez aussi sur le compte des politiques de santé publique qui vous exaspèrent, ces campagnes contre l'alcoolisme et le tabagisme qu'on a entendu encore ce matin sur l'antenne. On n'a pas le droit de faire ça aux gens. On n'a pas le droit. Faites ce que vous voulez, fumez, buvez. Vous laissez pas emmerder. Vous laissez pas emmerder. Bon, écoutez, on va continuer de pas se laisser emmerder. Dans un instant, ce sera on se laisse emmerder quand même. Oui, mais vous êtes là pour soyez libre. Soyez libre. Moi, je suis pour la liberté, vraiment. À tout de suite, Michel Houellebecq, avec les auditeurs d'Inter. Je vais m'énerver parce que c'est important quand même. Ces sujets sont importants. 8h40. On ne peut pas se laisser emmerder comme ça, sans arrêt, par la politique de santé publique. Ça suffit. Il faudrait que les gens voient. Non, mais on a une petite promo, on a une petite pub à passer, et ensuite on a encore 10 bonnes minutes devant nous pour parler très volontiers, des sujets qui vous énervent. Avec plaisir. À tout de suite. Avec plaisir, ça c'est vraiment un sujet. Place à l'innovation avec l'INPI. Daniel Harari, bonjour. Vous êtes directeur général d'une société de technologie. Comment vérifiez-vous qu'un projet est brevetable ? Il ne doit pas y avoir d'art préalable. L'idée doit être originale et elle doit correspondre à une avancée sur le plan de la technologie. Après, il y a des critères juridiques plus fins que cela, mais dans l'ensemble, je crois que ce qui est important, c'est vraiment de protéger une avancée qui doit permettre d'un côté à l'entreprise d'investir, mais de l'autre également aux bénéficiaires de l'innovation de profiter de quelque chose de nouveau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur inpi.fr. Il est 8h42. Le 7-9, Patrick Cohen. Michel Houellebecq est donc notre invité ce matin, prix Goncourt 2010, avec au téléphone au 01 45 24 7000 les auditeurs de France Inter, avec autour de la table Christine Siméone du service culture de France Inter, et beaucoup de questions pour vous déjà, Michel Houellebecq, alors des particulières, des générales, etc. Tiens, on n'en a pas parlé puisqu'on est dans les polémiques. Pourquoi, nous demande Jacques de la Manche, avez-vous poussé un cri contre Picasso? Pourquoi ces attaques? Alors Picasso, vous le faites dire à votre personnage dans la carte et le territoire. Picasso, vous trouvez ça très laid, vous l'avez dit. Ça a fait bondir l'un de vos admirateurs. Il est plutôt admiratif à l'égard de vos livres, Philippe Solers. Oui. Mais ça, c'est votre goût? Oui, c'est mon goût, mais il y a beaucoup mieux au XXe siècle. Enfin,
C'est trop un symbole de la peinture. Moi, je préfère beaucoup Kandinsky, Pollock, enfin d'autres créateurs, quoi. Et j'aime pas tellement la représentation que Picasso donne du monde. J'aime pas ses déformations. Mondrian, c'est bien. Enfin, il y a beaucoup de... Enfin, c'est trop pris comme symbole de l'art du XXe siècle, quoi. Chagall est mieux. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me plaisent plus. Jacques nous appelle de Paris. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Nous vous écoutons et Michel Houellebecq vous écoute. En fait, juste d'abord les féliciter, bravo pour le Goncourt, et simplement savoir, j'apprécie beaucoup Michel Houellebecq, et savoir, on présente souvent celle qui a eu le Renaudot, Virginie Despentes, comme son pendant féminin. Est-ce qu'il le voit de cet œil ou pas du tout? Michel Houellebecq. Disons nous avons survécu, nous avons été connus ensemble, mais on s'est beaucoup écarté. Elle est dans un combat féministe qui est pas le mien. Moi, je l'aime bien. Hein. En fait, je l'aime bien. Vous aimez bien ses livres aussi ou... Ça dépend. Ça dépend. Bon, et le dernier, Apocalypse, vous l'avez lu, pas encore. Ouais. Qui lisez-vous en auteur contemporain? J'aime beaucoup Emmanuel Carrère. Enfin, mais à chaque fois qu'on me pose la question, pardon, je me fais engueuler parce qu'il y a quelqu'un que j'aime bien que j'oublie de citer. Bon, par exemple, Emmanuel Carrère, j'oublie souvent, c'est un très bon auteur, Emmanuel Carrère. J'aime bien Benoît Dutertre. Enfin, j'aime bien beaucoup de gens en fait, mais j'ai jamais il y a toujours quelqu'un qui me dit tu vas pas parler de moi. Et c'est vrai que j'oublie. Non, mais en tout cas, c'est important. Vous lisez des auteurs contemporains et des jeunes auteurs française qui sont se porte bien, en fait. Il y a beaucoup de bons auteurs en France à l'heure actuelle. Dian reste bien. Enfin, il y a Dian qui vous a, il me semble-t-il, mis en scène dans un de ses romans. Oui, il a fait un personnage inspiré de moi. C'est un bon livre d'ailleurs. Enfin, j'ai bien aimé. Oui, mais il y a encore un Michel Houellebecq qui se promène dans un roman de Philippe Dian. Oui, mais c'est bien fait. Enfin, je veux dire, c'est loin. C'est une vraie invention. Une vraie vers chez les Blancs, oui. C'est ça, c'était le titre du livre. Hein. Christine Siméon. Oui, moi je suis étonnée que tout le monde trouve que désormais Michel Houellebecq est rassurant. C'est quand même l'auteur qui est en train de nous dire que l'homme est obsolète en ce monde, que nous sommes amenés à disparaître tel un vague objet de consommation. Vous décrivez l'artiste comme une figure assassinée sous votre propre portrait ou sous d'autres portraits, disant que l'artiste est le dernier représentant de l'artisanat auquel la production marchande a porté un coup fatal. Bref, vous nous annoncez notre fin, vaincu par le végétal, et tout le monde trouve ça extraordinairement sympathique. Assagi. Est-ce que moi je me dis vous devez bien vous marrer en fait en écoutant tout ça? Non, mais parce que ça c'est un. Écoutez, j'aborde de front des sujets comme la mort de quelqu'un. On va pas me dire que les gens meurent pas, quoi. C'est pas une provocation de dire que les gens meurent. Mais simplement, ça apparaît dans ma littérature, ces choses inévitables. Comme le végétal, comme la mort naturelle. Et la littérature doit parler de tout. Enfin, elle doit pas. La littérature fait ce qu'elle veut, mais elle peut parler de ces sujets déprimants, absolument pas polémiques, que sont la mort de quelqu'un qui est en train de... Mais ce qui vient de se passer là même sur l'antenne de France Inter, vous étiez en train d'appeler à la liberté individuelle de chacun. Oui. On coupe pour passer la réclame, on est dans un média et on rebondit. C'est vraiment le monde tel que vous le décrivez et avec férocité en fait. On peut reparler de la liberté. On peut parler de politique. Moi, je pense qu'on est à une période de relatif épuisement de la démocratie représentative. Il faudrait passer à plus de démocratie directe, quoi. J'ai une légère... je souffre légèrement chaque fois que j'entends parler de politique. Je pense qu'il faudrait que les gens votent plus. Sinon, on s'en sortira pas. Vous ne donnez pas l'exemple, Michel. Mais non, mais attends, j'ai pas envie de voter pour quelqu'un. J'ai envie de voter sur des sujets. Ouais. Qu'on me demande mon avis sur les sujets. J'ai plus envie de voter. Démocratie athénienne, oui. Non, mais dites pas ça comme si c'était un... Je l'ai dit de la façon la plus neutre possible. Comme si c'était quelque chose comme si c'était une espèce d'utopie impossible.
Mais vous êtes incroyablement contradictoire. C'est Bernard vous disiez Guetta. à l'instant que vous n'étiez pas citoyen, que le pays, c'était comme un hôtel. Enfin, Mais oui, mais et là, vous appelez à plus de démocratie. oui, mais j'en suis arrivé là parce que j'ai l'impression que je suis pas consulté sur les sujets, qu'on me demande d'élire mon roi. J'ai pas envie Donc de- c'est par frustration que vous dites Oui. ça. Oui, je suis frustré sur le plan démocratique de pas être consulté sur les sujets. Bon, mais alors dites-nous quand même qu'un pays c'est plus qu'un hôtel. Ça peut devenir plus qu'un hôtel. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on a le droit de choisir entre des gens qui vous représentent pas. Mhm. Je me sens pas représenté par aucun parti. Et c'est pour ça donc que vous ne vous identifiez plus à ce pays. Ben, ça joue quand on n'est pas représenté. Quand Mhm. la dernière fois qu'il y a eu un référendum, c'est 92, Maastricht. Enfin, il y a eu peut-être un ou deux. Non, bah, Il y en a eu un célèbre depuis. Il y en a eu un en 2005 sur le traité constitutionnel européen. oui, mais les gens votent et on voit bien l'Europe. Écoutez, c'est quand même une évidence. Tout le monde appelle à voter oui, les gens votent non. Il n'y a pas une crise de représentativité des partis quand on voit ça? Je sais pas, c'est pas normal. C'est pas normal. Tous les partis appellent à voter la même chose et les gens votent autre chose. Il y a un problème la démocratie. Alors après, les gens vous disent vous êtes populiste, mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais là, on vous sent presque prêt à partir dans l'action politique. Non, je voudrais juste qu'il y ait un peu plus de démocratie réelle. J'aimerais qu'on puisse avoir des référendums sur les sujets. Là, je pourrais peut-être... moi, j'ai pas envie de soutenir tel ou tel. J'ai envie qu'on me demande mon avis sur les sujets. Enfin, non, Bon, on a une auditrice Oui. au téléphone Oui. là qui nous dit la possibilité du Nil. C'est Malika de Lyon. Et le Oui. plus grand livre que j'ai jamais lu. Alors, elle est catholique pratiquante, dit-elle, et elle dit c'est pour moi l'équivalent de l'Évangile selon saint Jean. Voici. non, c'est très gentil. Mais c'est Bah, pas ça. Non, mais je suis pas. Honnêtement, c'est l'Évangile selon saint Jean est plus beau que la possibilité du Nil. Je suis un peu en dessous. Un peu. Non, la troisième partie est bien, mais l'Évangile selon saint Jean, c'est. Alors la troisième partie, est-ce que La troisième partie de la possibilité est bien, oui. C'est la partie la plus poétique. Oui, mais l'Évangile est selon saint Jean, mais non, en fait, le plus beau, c'est peut-être les épîtres de saint Jean. Mm. Enfin, mais c'est très, je peux. J'ai pas fait aussi bien. Désolé. Un mot là-dessus, on revient à votre œuvre d'auteur, Michel Houellebecq. Vous mettez toujours la poésie au-dessus de tout. Est-ce que votre ambition, désormais, maintenant que vous êtes ce romancier consacré par le Goncourt, est de pour vous revenir à ce consacrer davantage à la poésie? Pour revenir à ce que disait Malika, elle a raison, le Possible Nil, c'est un roman, mais la troisième partie est de la poésie. On rentre dans la poésie. Et j'ai réussi là, à mettre de la poésie dans un roman, enfin, poétiser complètement tout. Donc dans ce sens, c'est bien. Mais c'est quand même pas aussi bien que Saint-Jean, mais c'était bien la troisième partie du Nil, j'étais vraiment ravi. Vous rêvez, Michel Houellebecq, je reviens à cette question, Oui. d'être un grand poète consacré et reconnu. C'est dans la poésie que vous voulez aujourd'hui être reconnu, maintenant que vous avez eu cette Oui, mais consécration en tant que romancier? Mais les poètes m'aiment bien, je suis bien vu dans le monde de la poésie, mais ça, on n'est pas invité à France Inter quand on fait de la poésie. Enfin, je sais pas, c'est un autre. Sauf quand on s'appelle Victor Hugo. Enfin, France Inter n'existait pas. Et votre rêve pourrait être d'être Victor Hugo, seul poète à vos yeux à avoir réussi à survivre à une dose considérable de célébrité et avoir réussi à écrire encore Oui, ça c'est. de grands poèmes en étant Oui, très célèbre. Oui, c'est une énergie folle. Victor Hugo, c'est un cas d'énergie. Oui, c'est un destin enviable. C'est plus compliqué d'écrire, de bien écrire quand on est reconnu et célèbre. Bah, si j'étais Baudelaire, là, je serais mort. Baudelaire, j'ai dépassé l'âge où Baudelaire est mort, par exemple. Donc, il faut choisir des modèles et il faut mieux que je représente. Pour Hugo, vous avez de la marge encore. Pour Hugo, j'ai de la marge, ouais. Et Mais comme c'est Hugo, un grand poète. Hein. et comme Hugo, vous êtes né un 26 février. Oui, il est très con parfois. Non, mais c'est vrai, Les Misérables, par moments, c'est insupportable.
Mais c'est un grand poète, qu'est-ce que vous voulez? C'est un grand... faut prendre les gens... Oui, maintenant, je vais me lâcher, je vais faire... essayer de faire comme Victor Hugo, ouais. Thomas nous appelle de je ne sais pas où d'ailleurs, mais bonjour Thomas. De Sony dans l'Aisne, bonjour. Dans l'Aisne, bonjour Thomas, il manquait une lettre. Merci, ça fait plaisir d'avoir la parole, parce que pour une partie qui est consacrée aux auditeurs, pour l'instant il n'y a eu que 2 auditeurs. Donc merci beaucoup, et puis bonjour Michel. Bonjour. Je me permets cette familiarité, puisque depuis le temps que je vous côtoie assez régulièrement. Donc tout d'abord, c'est un plaisir de vous avoir au téléphone. Vous avez répondu en fait à la question que j'avais posée par rapport au prix Goncourt. Quel était l'intérêt pour vous d'avoir ce prix? Enfin, moi, je trouvais que vu la qualité et la pertinence de votre œuvre, vous vouliez largement vous en passer. Vous y avez répondu tout à l'heure avec un humour et une simplicité qui vous caractérisent si fortement. Je me permettrais juste donc de vous poser une question par rapport à votre dernier livre. Une partie, vous parlez de vous vous retrouvez dans un petit cercueil. Et je voulais savoir si ce n'était qu'un trait d'humour ou simplement vous sentez petit dans votre corps, ou si vous tenez largement dans un petit cercueil. Voilà. Merci Thomas pour cette question. Je dois dire que si on n'a pas pris beaucoup d'auditeurs à l'antenne aussi, j'en ai cité quelques-uns quand même, davantage que 2, c'est aussi qu'il y a beaucoup de témoignages de sympathie, d'admiration, davantage que des questions. Bon voilà, donc je le signale globalement pour tous les auditeurs qui nous ont appelés ce matin au standard, et on les en remercie. Votre réponse à Thomas, Michel Houellebecq. C'est une petite crise de masochisme, hein. C'est la suite du fait de me découper en morceaux. La littérature... Oui, j'ai une crise de masochisme. Oui. Ce livre est aussi l'évacuation d'une forte crise de masochisme. Oui, vous faites trucider dans des conditions. Je me faisais trucider abominablement, rassembler les morceaux dans une petite boîte. Enfin, je pense que tout le monde a des crises de masochisme. Ça peut arriver, quoi. Mais ça va. Maintenant, ça va. Mais une fois que je l'écris, ça va mieux. Mais c'est vrai que je me suis anéanti avec un plaisir particulier. Ouais. Et un plaisir partagé par le lecteur, de vous faire part de ce plaisir également. Merci beaucoup Michel Houellebecq d'être venu ce matin au micro de France Inter. La carte et le territoire donc chez Flammarion. Si vous voulez rester quelques minutes de plus avec nous, vous allez entendre le billet de Ben, c'est dans un instant.